bonjour. Dès le lendemain de l'offensive terroriste lancée le 7 octobre 2023 par le Hamas sur les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza, le Hezbollah a initié ce qui pourrait se qualifier de guerre d'usure contre Israël, en tirant quotidiennement des roquettes, des missiles anti-chars et des obus de mortier, en propulsant également des drones vers les zones frontalières du Liban, en territoire israélien, et parfois plus profondément également. Et depuis, on s'interroge dans la région ou ailleurs sur l'éventualité que cette guerre d'usure, donc, ne devienne une guerre totale, de grande ampleur, opposant Israël à la milice chiite, voire également à ses alliés au Moyen-Orient, au premier rang desquels, bien évidemment, le parrain iranien de la milice chiite. Alors pour tenter de répondre à cette interrogation, je vous propose dans un premier temps un bref survol de l'histoire de Hezbollah. Puis j'évaluerai son influence et son statut actuel, politique, social, militaire, ce qui m'amènera à analyser rapidement son attitude et ses objectifs dans le conflit de ces derniers mois, analyse qui mènera à conclure sur quelques mots consacrés à l'idéologie qui est celle de l'organisation dirigée par Hassan Nasrallah. Le Parti de Dieu, c'est ce que signifie en arabe Hezbollah, est fondé en 1982, simultanément ou presque à deux événements majeurs au Moyen-Orient. La première guerre du Liban, au cours de laquelle Israël lança ses troupes sur le pays du Cèdre pour en chasser les milices palestiniennes, et 3 ans auparavant, la révolution islamiste en Iran. Révolution dont l'idéologie avait fortement imprégné un groupe de jeunes religieux chiites libanais à l'origine de la fondation du Hezbollah, parmi lesquels Abbas Moussaoui et Hassan Nasrallah. Il s'agissait pour ces militants formés au prestigieux séminaire chiite de Najaf en Irak de concrétiser la volonté des ayatollahs récemment arrivés au pouvoir à Téhéran d'exporter les valeurs de la révolution islamiste en dehors des frontières de l'Iran. Dans cet objectif, il fallait dans un premier temps damer le pion aux autres organisations qui prétendaient représenter les chiites libanais. Dans le cadre du système communautariste qui gérait et gère toujours avec, on le sait, un bonheur pour le moins inégal, les relations entre les différentes composantes de la mosaïque libanaise, eh bien les chiites disposaient d'une milice armée, Amal, plutôt indifférente au mot d'ordre islamiste émis à Téhéran, et perçue comme bien trop modérée, tant sur le plan politique et religieux, par les premiers dirigeants du Hezbollah. Autant de raisons pour les fondamentalistes formés et financés par le jeune régime de Mollah de la combattre, cette milice Amal, et sans lésiner sur les moyens. S'en sont suivis de 1988 à 1990, 2 années et demie environ, d'affrontements intra-communautaires connus sous le nom de guerre des frères. Les accords qui mirent fin négociés par la Syrie, le bailleur de fonds de la milice Amal, et par l'Iran, le parrain du Hezbollah, établirent un partage des tâches qui consacrait la prépondérance du Hezbollah comme branche armée en quelque sorte des chiites libanais, Amal devant se contenter, entre guillemets, des aspects politiques. Au fil des ans, Amal s'est affaibli au point de devenir une sorte de vassal du Hezbollah. Il est intéressant de noter que cette guerre fratricide avait été précédée, toujours dans le contexte plus large de la guerre civile libanaise, par une phase de combat non moins violent opposant les milices chiites, d'Amal essentiellement, mais aussi dans une moindre mesure de Hezbollah, aux groupes armés palestiniens. C'est donc considérablement renforcé que le Hezbollah aborde les années 90. Il est parvenu à largement supplanter son rival du mouvement Amal, et ses méthodes terroristes, attentats suicides, enlèvements notamment, lui permettent de se doter d'une réputation de champion de l'intransigeance anti-occidentale et anti-israélienne, ce qui lui vaut des sympathies qui dépasseront dans le monde arabo-musulman les limites des communautés chiites. Deux événements majeurs pour l'avenir de Hezbollah surviennent en 1992. Son leader, Abbas Moussaoui, est tué au cours d'un raid de l'armée israélienne, et c'est Hassan Nasrallah, à la fois plus charismatique et plus intransigeant que Moussaoui, qui lui succède. À ce jour, il est encore le secrétaire général de l'organisation. C'est aussi en 1992 que le Hezbollah prend part pour la première fois aux élections législatives libanaises. En envoyant des députés au Parlement et en contrôlant d'autres élus, chiites ou non d'ailleurs, qui lui doivent leur élection, le Hezbollah poursuit son entreprise de mainmise graduelle sur le pays du Cèdre. D'abord milice minoritaire au sein même des communautés chiites, il s'impose comme leur principale représentante, puis comme un État dans l'État qui finira par être plus puissant et plus influent que l'État libanais lui-même. Une évolution qui n'aura sans doute pas été possible sans le soutien constant de l'Iran. Et c'est très probablement à la demande du régime de Mollah qu'il s'implique, profitant de la présence sur place d'une communauté libanaise chiite importante, dans les attentats meurtriers de Buenos Aires contre l'ambassade israélienne en 1992, qui avait fait 30 morts, et contre 2 ans plus tard le centre communautaire juif de la capitale argentine, qui avait coûté la vie à
85 personnes. La trace du Hezbollah peut également se trouver dans d'autres attentats perpétrés à travers le monde, à Paris notamment. Autre attentat attribué au Hezbollah sur le sol libanais cette fois, l'assassinat en 2005 du Premier ministre Rafik Hariri, pointé du doigt la Syrie de Bachar el-Assad et contrainte de retirer ses troupes du Liban, ce qui sert les intérêts de Hezbollah et de son parrain iranien. 5 ans auparavant, la popularité de la milice s'était renforcée par un autre retrait, celui des troupes israéliennes du sud du pays, en 2000 donc, retrait dont il s'était attribué la paternité. En juillet 2006, une opération de Hezbollah aboutissant à la mort de 8 soldats et à la capture des corps de 2 réservistes israéliens entraîne la seconde guerre du Liban. Comme à son habitude, le Hezbollah et son chef affirment en être les grands vainqueurs, renforcés en cela par les incontestables déconvenues logistiques et tactiques de l'armée israélienne. Mais le caractère particulièrement cinglant des frappes israéliennes au Liban fera plus tard admettre à Hassan Nasrallah lui-même qu'il avait mal évalué la détermination d'Israël. Sur le plan diplomatique, la résolution 1701 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'issue de la guerre exige le départ des troupes de Hezbollah du sud Liban et leur redéploiement au nord du fleuve Litani, principe qui n'a pas du tout été respecté, on le sait, par la milice chiite. Quoi qu'il en soit, les années qui suivirent furent celles d'un calme presque total le long de la frontière israélo-libanaise, effet dissuasif de la seconde guerre du Liban et aussi à partir de 2013 de l'implication, sous ordre de Téhéran là encore, de plusieurs milliers de miliciens de Hezbollah dans les combats de la guerre civile syrienne aux côtés des troupes fidèles au régime de Bachar el-Assad. Alors qu'il y a un contingent relativement important de membres de la milice se trouve encore en Syrie. Intéressons-nous maintenant à la situation actuelle du Hezbollah. On a déjà vu à quel point il était devenu lentement, graduellement, mais sûrement, une force politique et militaire incontournable au Liban. Un État dans l'État doté de ses propres réseaux éducatifs, de ses institutions sociales et économiques, d'un ensemble de médias bien financés et bien diffusés. Quant à sa branche proprement militaire et terroriste, on peut parler non seulement d'une véritable armée, mais de l'une des plus puissantes de la région. Selon les estimations des services de renseignement, le Hezbollah disposerait de 40 à 80 000 roquettes de courte portée, de 60 à 80 000 roquettes pouvant couvrir une distance allant jusqu'à 100 km, entre 20 et 40 000 missiles balistiques non guidés, capables d'atteindre des zones situées entre 125 et 300 km de distance, plusieurs dizaines de missiles également pouvant parcourir jusqu'à 500 km, ainsi que 150 à 400 missiles de précision capables de parcourir 300 km de distance. Vous l'aurez compris, chaque endroit en Israël peut être ciblé par ces missiles. Un arsenal considérable, fourni en grande partie par l'Iran, dont les convois d'armes à destination de la milice chiite sont régulièrement, depuis plusieurs années maintenant, la cible des raids de l'armée de l'air israélienne. Le Hezbollah dispose aussi de ressources financières importantes. La générosité de l'Iran y contribue largement, mais aussi l'implication de Hezbollah dans le très lucratif trafic de drogue lié à la culture au Liban, de l'opium et du hashish. Le Hezbollah a donc bien des choses à perdre en cas de guerre totale contre Israël, ce qui explique un certain pragmatisme de circonstance, une certaine prudence qui n'est pas en contradiction, nous le verrons, avec ses fondamentaux idéologiques. Cette décision de pilonner le nord d'Israël dès le lendemain des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre est officiellement motivée par le devoir de solidarité envers les Palestiniens de la bande de Gaza. De fait, les islamistes palestiniens s'attendaient à bien davantage de la part de la milice chiite, à ce qu'elle lance une offensive d'envergure contre Israël, susceptible de plonger l'ensemble de la région dans le chaos. C'est ce que voulait le Hamas et son leader dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. Mais ça ne correspondait pas ni aux intérêts du Hezbollah, ni à ceux de l'Iran. Les consignes de Téhéran étaient claires, semble-t-il, harceler Israël, affaiblir ses capacités militaires, porter atteinte à ses ressources économiques et aux capacités de résilience de la société israélienne, tout en prenant bien soin de ne pas donner à l'État hébreu l'occasion et le prétexte de lancer une contre-attaque de grande ampleur. Le Hezbollah veut préserver son statut et ses prérogatives au sein de la société et de l'État libanais. L'Iran veut préserver son influence dans la région en maintenant autant que faire se peut intacte la puissance du Hezbollah. Voilà qui permet de comprendre l'attitude de l'organisation dirigée par Hassan Nasrallah au cours de ces derniers mois. Harceler Israël tout en prenant bien soin de ne pas franchir certaines limites. Des limites qu'il avait, cela dit, l'intention de franchir pour venger la mort de celui qui était considéré comme le chef d'état-major de l'organisation, Fouad Chouker, tué le 30 juillet dernier par Israël à Beyrouth. Une attaque de missiles d'une ampleur inédite était sur le point d'être lancée à la fin du mois d'août,
en grande partie déjoué par l'armée israélienne. L'empressement du Hezbollah a présenté cette déconvenue comme une victoire et a laissé entendre qu'il s'en contentera constitue une preuve de plus de sa retenue relative. La milice risque en fait de gagner sur les deux tableaux, préserver la plus grande part de son arsenal et de ses capacités, tout en continuant de pilonner quotidiennement le nord d'Israël, avec d'autant plus de facilité, il faut le dire, que la zone frontalière a été évacuée de ses quelques 60 000 habitants, une décision largement considérée aujourd'hui comme étant une erreur en Israël. Côté libanais, ce sont près de 100 000 villageois du sud du pays qui ont fui les zones utilisées par les lanceurs de missiles de la milice chiite, et régulièrement ciblés de ce fait par l'aviation et par l'artillerie de Tsahal. Mais ni cet état de fait, ni la série d'éliminations ciblées de plusieurs de ses responsables, ni les lourdes pertes subies dans ses rangs par les ripostes israéliennes ne dissuadent le Hezbollah de maintenir sa pression quotidienne sur Israël. Seule la fin des combats dans la bande de Gaza l'incitera à mettre un terme à son pilonnage quotidien du nord d'Israël, c'est en tout cas ce qu'il répète ces derniers mois. Mais même en cas d'accord entre Israël et le Hamas sur la libération des otages et sur l'instauration d'un cessez-le-feu, rien ne dit que les quelques dizaines de milliers d'Israéliens évacués des localités frontalières puissent obtenir suffisamment de garanties sur leur sécurité pour regagner leur domicile. Ce qui nous amène à nous interroger sur l'idéologie et sur les objectifs stratégiques du Hezbollah. Alors, il faudrait peut-être pour cela rappeler qu'au sein du monde musulman, le chiisme a toujours été traversé par des courants idéologiques contraires, autour, pour aller très vite, d'un axe séparant les partisans d'un certain attentisme religieux, qui mettait en valeur essentiellement la piété, des adeptes d'une approche nettement plus activiste, voire belliqueuse. C'est cette dernière tendance, bien sûr, qui s'est exprimée et imposée par la révolution iranienne de 1979 et par l'avènement au Liban de Hezbollah. Ce qui distingue toutefois le Hezbollah et son parrain iranien des organisations terroristes d'obédience sunnite, que ce soit Al-Qaïda, Daesh ou le Hamas, c'est en grande partie une perception différente du temps. Le Hezbollah n'est pas adepte d'actions soudaines et brutales, dont les attaques terroristes du 7 octobre sont l'un des exemples les plus atroces. Tout comme, encore une fois, le régime des Mollahs, il semble persuadé qu'il parviendra à ses fins à force de patience, d'usure de ses adversaires et de ses ennemis. Concernant son premier objectif stratégique, la mainmise graduelle sur le Liban, sa transformation progressive en État vassal de l'Iran, il n'a cessé de marquer des points depuis sa fondation. Et il aborde avec la même patience, la même valorisation du temps long, son second objectif, à savoir l'anéantissement pur et simple de l'État d'Israël.